La lune, pâle et mystérieuse, se reflétait sur les eaux calmes des fontaines de Versailles, projetant des ombres dansantes sur les façades dorées du palais. Dans les jardins silencieux, une brise légère faisait frémir les feuilles des arbres centenaires, comme si la nature elle-même retenait son souffle en cette nuit particulière. Marie-Claire Dubois, une jeune femme de 28 ans aux cheveux bruns et aux yeux vifs, inspirait profondément l'air frais du soir. C'était sa première nuit en tant que gardienne nocturne du palais de Versailles, un poste qu'elle avait longtemps convoité. Passionnée d'histoire depuis son plus jeune âge, elle avait l'impression de réaliser un rêve en foulant ces allées chargées de siècles d'histoire. Alors qu'elle marchait le long de la galerie des glaces, ses pas résonnant doucement sur le marbre poli, Marie-Claire ne put s'empêcher de frissonner. Malgré la familiarité des lieux, qu'elle avait tant de fois parcourus en tant que guide touristique, quelque chose semblait différent cette nuit-là. L'air était chargé d'une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Soudain, un murmure à peine audible attira son attention. Marie-Claire se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir vide. Seul le silence lui répondit, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression d'être observée. Elle secoua la tête, s'efforçant de chasser ses pensées irrationnelles. « Ressaisis-toi, Marie-Claire » se murmura-t-elle. « Ce n'est que ton imagination qui te joue des tours. » Pourtant, alors qu'elle reprenait sa ronde, le bruissement d'une robe sur le marbre poli attira à nouveau son attention. Au bout du couloir, elle aperçut une silhouette féminine vêtue d'une robe d'époque qui disparaissait au tournant. Sans réfléchir, Marie-Claire se lança à sa poursuite. « Attendez » cria-t-elle, son cœur battant la chamade. Mais quand elle atteignit le coin, il n'y avait personne. Seulement une odeur persistante de rose et de poudre, comme un fantôme du passé. Marie-Claire s'appuya contre le mur, le souffle court. Que venait-il de se passer? Était-ce vraiment possible que les légendes sur les fantômes de Versailles soient vraies? Elle avait toujours considéré ces histoires comme de simples contes pour touristes, mais maintenant. Alors qu'elle tentait de retrouver son calme, un rire cristallin résonna dans le couloir, suivi d'un chuchotement, « Bienvenue à Versailles, ma chère. Votre voyage ne fait que commencer. » Marie-Claire se figea, son esprit luttant pour donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. C'est alors qu'elle remarqua un livre ancien posé sur une console dorée, un livre qui n'était certainement pas là quelques instants auparavant. S'approchant avec précaution, elle lut le titre gravé en lettres d'or sur la couverture de cuir, « Journal secret de Louis XIV ». Ses mains tremblantes saisirent le livre, et au moment où ses doigts touchèrent la reliure, une vague d'énergie sembla parcourir son corps. Les lumières vacillèrent, et pendant un bref instant, Marie-Claire crut voir les reflets dans les miroirs changer, montrant des scènes d'une époque révolue, des courtisans en costumes somptueux, des dames aux coiffures extravagantes, et au centre de tout cela, un homme au port royal, son regard perçant semblant fixer Marie-Claire à travers les siècles. « Louis XIV » murmura-t-elle, incrédule. Comme en réponse à son murmure, une voix profonde et autoritaire résonna dans la galerie. « Ainsi, vous avez trouvé mon journal, mademoiselle. La question est, êtes-vous prête à découvrir les véritables secrets de Versailles ?» Marie-Claire sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle voulait fuir, retourner à la sécurité de sa vie normale. Mais une autre partie, celle qui avait toujours été fascinée par l'histoire et ses mystères, la poussait à aller de l'avant. « Je suis prête », répondit-elle d'une voix qui se voulait assurée, mais qui trahissait son appréhension. Un rire grave emplit l'air. « Voilà bien longtemps qu'on ne m'avait pas parlé avec autant de respect et de curiosité. » « Très bien, Marie-Claire Dubois. Laissez-moi vous conter l'histoire de Versailles comme vous ne l'avez jamais entendue. » Et ainsi, dans le silence de la nuit, entourée par les fantômes du passé, Marie-Claire s'apprêtait à plonger dans une aventure qui allait non seulement révéler les secrets cachés derrière les murs dorés du palais, mais aussi changer sa vie à jamais. Alors qu'elle ouvrait le journal, les pages semblèrent s'illuminer d'une lueur dorée. Des images commencèrent à danser devant ses yeux, la construction du palais, les intrigues de la cour, les amours secrètes du roi Soleil. Chaque page tournée révélait un nouveau chapitre de l'histoire, plus vivant et plus réel que tout ce qu'elle avait pu lire dans les livres. Mais au fil de sa lecture, Marie-Claire réalisa que ce n'était pas seulement l'histoire de Louis XIV qu'elle découvrait. D'autres voix commencèrent à se faire entendre, murmurant leurs propres récits. Elle entendit les soupirs de Marie-Antoinette, les discours enflammés de Robespierre, les cris de la foule révolutionnaire. Soudain, elle comprit, le journal n'était pas seulement celui de Louis XIV, mais une porte vers tous les fantômes de Versailles, un pont entre le passé et le présent. « Ce n'est que le début, ma chère » murmura la voix du roi Soleil.
Êtes-vous prête à plonger plus profondément dans les secrets de Versailles? Marie-Claire, le cœur battant d'excitation et d'appréhension, hocha la tête. Oui, dit-elle d'une voix ferme. Montrez-moi tout. Et ainsi, guidée par les voix du passé et le mystérieux journal, Marie-Claire s'engagea dans un voyage à travers les siècles, prête à découvrir les vérités cachées derrière la façade dorée de Versailles, ignorant encore les dangers et les merveilles qui l'attendaient dans les profondeurs de l'histoire. La Bibliothèque royale de Versailles, sanctuaire de connaissances séculaires, accueillait Marie-Claire dans son silence solennel. Des rayons de lune filtraient à travers les vitraux, illuminant les rangées interminables de livres anciens. L'odeur du cuir et du papier vieilli emplissait l'air, créant une atmosphère à la fois rassurante et mystérieuse. Marie-Claire, encore secouée par sa rencontre dans la galerie des glaces, cherchait refuge dans cet antre de sagesse. Le journal de Louis XIV, serré contre sa poitrine, semblait pulser d'une énergie propre. Ses doigts caressaient distraitement la couverture en cuir, sentant chaque creux et bosse de l'ouvrage séculaire. « Par où commencer ?» murmura-t-elle, ses yeux parcourant les étagères chargées d'histoire. Comme en réponse à sa question, une voix profonde et autoritaire résonna dans la pièce, « Par le commencement, bien sûr, mademoiselle Dubois. » Marie-Claire sursauta, manquant de lâcher le précieux ouvrage. Elle regarda autour d'elle, cherchant la source de la voix, mais la bibliothèque semblait déserte. « Votre Majesté » aplatit-elle doucement, se sentant à la fois ridicule et exaltée. Un rire grave emplit l'air. « Je vois que vous avez rapidement appris les bonnes manières de la cour. Ouvrez le journal, Marie-Claire. Laissez-moi vous guider à travers mes mémoires. » Les mains tremblantes, Marie-Claire ouvrit délicatement le journal. Les pages jaunies par le temps semblèrent s'illuminer sous ses yeux, révélant une écriture élégante et assurée. 5 septembre 1638, lut-elle à haute voix. Aujourd'hui, je viens au monde, accueilli par les cris de joie de la cour et les espoirs d'un royaume. Soudain, la bibliothèque s'estompa autour d'elle. Marie-Claire se retrouva transportée dans une chambre richement décorée, où une femme en sueur tenait un nouveau-né dans ses bras. Les courtisans s'inclinaient devant le berceau, leurs visages empreints de révérence et d'espoir. « Ma naissance », commenta la voix de Louis XIV. Un moment qui allait façonner le destin de la France pour les siècles à venir. Marie-Claire observait, fascinée, la scène qui se déroulait devant elle. Elle pouvait sentir l'excitation dans l'air, entendre les murmures d'admiration et les prières de gratitude. Mais ce n'était que le début, poursuivit le roi. Tournez les pages, Marie-Claire. Voyez comment un enfant devient le roi Soleil. Obéissant, elle tourna les pages du journal. Chaque nouvelle entrée l'emportait dans un nouveau souvenir. Elle vit le jeune Louis grandir, apprendre l'art de gouverner, faire face aux défis de la Fronde. 21 octobre 1661, lut-elle. Aujourd'hui, je prends pleinement les rênes du pouvoir. La France sera grande, et Versailles en sera le cœur battant. La scène changea à nouveau. Marie-Claire se retrouva dans un chantier gigantesque. Des centaines d'ouvriers s'affairaient, transformant un modeste pavillon de chasse en un palais somptueux. Versailles, murmura-t-elle avec émerveillement. Mon plus grand projet, confirma Louis XIV. Un palais qui incarnerait la grandeur de la France et la gloire de mon règne. Marie-Claire continua à parcourir le journal, découvrant les secrets et les intrigues de la cour. Elle vit les amours du roi, ses triomphes et ses échecs, les guerres et les traités qui façonnèrent l'Europe. Mais au fil de sa lecture, elle réalisa que quelque chose manquait. « Votre Majesté, demanda-t-elle, pourquoi ne parlez-vous pas des difficultés du peuple? Des famines, des impôts écrasantes ?» Un silence pesant s'installa dans la bibliothèque. Puis, la voix du roi reprit, teintée d'une note de regret. « Ah, mademoiselle Dubois. Vous touchez là au cœur du problème. Nous, les rois, sommes souvent aveugles aux souffrances de ceux que nous gouvernons. C'est peut-être la notre plus grande faiblesse. » Soudain, une nouvelle voix s'éleva, rauque et passionnée, et c'est cette faiblesse qui a conduit à notre chute. Marie-Claire se retourna brusquement. Devant elle se tenait un homme au visage marqué, vêtu simplement mais avec dignité. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, bien qu'elle ait déjà une idée de la réponse. « Jean-Paul Marat, citoyenne » répondit l'homme avec fierté. « L'ami du peuple, celui qui a osé défier la tyrannie de vos précieux rois. » Marie-Claire sentit son sang se glacer. Marat, l'un des personnages les plus radicaux et controversés de la Révolution française, se tenait devant elle, aussi réel que les murs de la bibliothèque. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle. «
Les murs de Versailles ont absorbé l'essence de tous ceux qui y ont vécu et qui y sont morts, expliqua la voix de Louis XIV. Royalistes et révolutionnaires, nous sommes tous ici, condamnés à coexister pour l'éternité. Marat fit un pas en avant, ses yeux brillant d'une ferveur révolutionnaire. Et maintenant, citoyenne, il est temps que vous entendiez l'autre côté de l'histoire. Celui que les rois ont tenté d'étouffer dans le sang et la misère. Marie-Claire se retrouvait soudain au cœur d'un conflit vieux de plusieurs siècles. D'un côté, le journal de Louis XIV, témoignage de la grandeur et des excès de la monarchie. De l'autre, Marat, incarnation de la colère du peuple et des idéaux révolutionnaires. Je veux tout entendre, dit-elle finalement, sa voix tremblante mais déterminée. Les deux côtés de l'histoire. Un sourire satisfait apparut sur le visage de Marat. Alors suivez-moi, citoyenne. Laissez-moi vous montrer la véritable histoire de Versailles, celle qui est écrite avec la sueur et le sang du peuple. Alors que Marie-Claire s'apprêtait à suivre Marat, elle jeta un dernier regard au journal de Louis XIV. Une lueur dorée semblait émaner de ces pages, comme un avertissement ou une promesse. N'oubliez pas, mademoiselle Dubois, résonna la voix du roi Soleil. La vérité a toujours plusieurs facettes. Ne vous laissez pas aveugler par une seule perspective. Et ainsi, Marie-Claire se retrouva au cœur d'un conflit qui transcendait le temps, entre la splendeur de la monarchie et les idéaux de la Révolution. Alors qu'elle suivait Marat hors de la bibliothèque, elle sentait que son aventure à Versailles ne faisait que commencer, et que les secrets qu'elle allait découvrir pourraient bien changer sa vision de l'histoire à jamais. Les bougies vacillaient dans les chandeliers d'argent, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de la chambre de la reine. Marie-Claire, le journal de Louis XIV serré contre elle, observait avec fascination le spectacle qui se déroulait devant ses yeux, des silhouettes fantomatiques en costume d'époque tourbillonnaient dans une danse silencieuse, rejouant les intrigues de la cour du roi Soleil. Guidée par Marat, Marie-Claire s'était aventurée plus profondément dans le palais. Le révolutionnaire, malgré son apparence spectrale, dégageait une intensité palpable, ses yeux brillants d'une ferveur qui transcendait la mort elle-même. « Observez bien, citoyenne, murmura Marat, sa voix rauque de passion contenue. Voici la cour telle qu'elle était, un nid de vipères où chaque sourire cachait un poignard. » Marie-Claire regardait, fascinée, un jeune courtisan s'inclinait devant une dame richement vêtue. Leurs lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. L'air semblait chargé d'électricité, comme si les secrets et les mensonges de siècles passés flottaient encore dans l'atmosphère. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à voix basse, incapable de détacher son regard de la scène. Marat esquissa un sourire amer. « Ah, vous assistez à l'une des plus grandes trahisons du règne de votre précieux roi Soleil. Ce jeune homme, le vicomte de Mortemart, courtise Madame de Montespan, la maîtresse du roi. Leurs murmures empoisonnés ont failli ébranler le trône. » Soudain, une nouvelle figure apparut dans la scène, une femme d'une beauté stupéfiante, au port royal et au regard pénétrant. Son entrée sembla figer l'ensemble de la cour spectrale. « Et voici celle qui a changé le cours de l'histoire », annonça une voix familière. Louis XIV apparut aux côtés de Marie-Claire, son visage empreint d'une expression complexe mêlant admiration et regret. Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon. Marie-Claire observait, captivée, comment cette nouvelle venue transformait l'atmosphère de la pièce. Les courtisans s'inclinaient sur son passage, même les fantômes semblant reconnaître son pouvoir. Elle était différente des autres, poursuivit Louis XIV, sa voix teintée d'une émotion que Marie-Claire n'aurait jamais imaginée chez le roi Soleil. Intelligente, pieuse, discrète. Elle a su gagner mon cœur et mon esprit d'une manière que personne d'autre n'avait réussi. Marat laissa échapper un rire sarcastique. Et pendant que vous jouiez vos petits jeux de cour, le peuple mourait de faim dans les rues de Paris. Marie-Claire sentit la tension monter entre les deux spectres. Elle s'apprêtait à intervenir lorsqu'un cri strident retentit, la faisant sursauter. Les fantômes de la cour s'évanouirent en un instant, laissant la pièce vide et froide. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, alarmée, son cœur battant la chamade. Le visage de Louis XIV s'assombrit. « Il semblerait que nous ayons réveillé des forces que nous n'aurions pas dû déranger. Marie-Claire, vous devez être prudente. Tous les fantômes de Versailles ne sont pas aussi accommodants que nous. » Un vent glacial traversa la pièce, éteignant les bougies. Dans l'obscurité soudaine, Marie-Claire entendit des pas se rapprocher rapidement, accompagnés de murmures menaçants. « Fuyez » ordonna la voix de Louis XIV. « Vite !» Sans réfléchir, Marie-Claire se précipita hors de la chambre, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle courait dans les couloirs,
elle entendait des voix courroucées et des bruits de pas à poursuivre. Le journal serré contre sa poitrine semblait vibrer, comme s'il réagissait à la menace invisible. « Par ici, citoyenne !» cria Marat, apparaissant soudainement à un croisement. Il la guida à travers un dédale de couloirs secrets, leurs pas résonnant sur les dalles de marbre. Finalement, ils débouchèrent dans une petite pièce circulaire, éclairée par une unique fenêtre. Marie-Claire s'appuya contre le mur, haletante, son esprit tourbillonnant de questions. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle entre deux respirations. Marat et Louis XIV échangèrent un regard lourd de sens. « Les ombres » répondit finalement le roi. « Les âmes de ceux qui ont été oubliés par l'histoire. Ni royalistes, ni révolutionnaires. Juste, perdus. Et maintenant, ils veulent se venger, ajouta Marat, sa voix empreinte d'une gravité inhabituelle. Effacer toute trace de notre existence, royalistes et révolutionnaires confondus. » Marie-Claire regarda tour à tour les deux spectres, réalisant soudain l'ampleur de la situation dans laquelle elle se trouvait. Ce n'était plus seulement une aventure historique, mais un véritable combat pour la préservation de la mémoire. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-elle, surprise par la détermination dans sa propre voix. Louis XIV désigna le journal. « La clé est dans ces pages, mademoiselle Dubois. Un sort ancien, capable de pacifier les âmes tourmentées. Mais pour le déchiffrer, nous avons besoin de l'union de tous les esprits de Versailles. » Marat acquiesça à contre-séhure. « Pour une fois, je suis d'accord avec le tyran. Nous devons mettre de côté nos différends si nous voulons sauver l'histoire elle-même. » Marie-Claire regarda le journal dans ses mains, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle réalisait qu'elle était au cœur d'un conflit qui transcendait le temps, et que son rôle pourrait bien être plus crucial qu'elle ne l'avait imaginé. « Très bien, » dit-elle avec une détermination nouvelle. « Par où commençons-nous » Mais avant que l'un des spectres ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à la porte. Les ombres les avaient retrouvés. « Il n'y a plus de temps à perdre, » déclara Louis XIV. « Marie-Claire, vous devez lire le sort. Maintenant !» Les mains tremblantes, elle ouvrit le journal. Les pages semblaient s'illuminer sous ses yeux, révélant des symboles et des mots dans une langue ancienne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alors qu'elle commençait à lire à haute voix, une lueur dorée émana du cercle formé par Louis XIV et Marat. Les murs de la pièce semblaient vibrer, résonnant avec chaque mot prononcé. Mais soudain, une voix familière s'éleva des rangs des ombres qui s'infiltraient sous la porte. « Marie-Claire. Arrête !» Le cœur de la jeune femme manqua un battement. Cette voix, elle la reconnaîtrait entre mille. « Papa » murmura-t-elle, incrédule. Le temps semblait s'être figé dans la petite pièce circulaire. Marie-Claire, le journal de Louis XIV tremblant entre ses mains, fixait la porte d'où provenait la voix de son père. Son cœur battait à tout rompre, tiraillé entre l'incrédulité et un espoir fou. « Papa » répéta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. La porte s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds séculaires. Une silhouette familière se détacha de l'obscurité, un homme d'âge mûr, aux traits bienveillants mais marqué par une tristesse profonde. « Ma chérie, dit-il doucement, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas ce que tu risques. » Marie-Claire fit un pas en avant, instinctivement attirée vers cette figure paternelle qu'elle avait perdue des années auparavant. Mais une main spectrale la retint. Louis XIV, son visage habituellement impassible trahissant une inquiétude palpable, secoua la tête. « N'écoutez pas, mademoiselle Dubois, » s'exclama-t-il. « Ce n'est qu'une ruse des ombres. » Marat, pour une fois d'accord avec le roi, ajouta, « Citoyenne, l'avenir de la France est entre vos mains. Ne laissez pas vos sentiments personnels obscurcir votre jugement. » Marie-Claire, déchirée, regardait tour à tour son père et les fantômes historiques qui l'entouraient. Le doute s'insinuait dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'une vaste manipulation? Et si son père disait vrai? « Papa, dit-elle doucement, est-ce vraiment toi ?» Le fantôme de son père sourit tristement. « Oui, ma chérie. Je suis venu te protéger. Ces esprits, ils ne te disent pas tout. Il y a un prix à payer pour réveiller le passé. » Marie-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. La douleur de la perte de son père, qu'elle avait cru avoir surmontée, refit surface avec une intensité déchirante. Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire un pas vers lui, une nouvelle voix s'éleva, forte et autoritaire, « Assez de cette mascarade. » Tous se retournèrent pour voir une figure imposante émerger des ombres. Vêtu d'un uniforme militaire d'époque, l'homme dégageait une aura de puissance et de détermination. Napoléon Bonaparte,
murmura Louis XIV, un mélange de respect et d'irritation dans la voix. L'empereur déchu balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur Marie-Claire. « Jeune fille, dit-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction, vous êtes au cœur d'un conflit qui dépasse votre compréhension. Ces ombres que vous voyez ne sont pas ce qu'elles prétendent être. » D'un geste, il désigna le père de Marie-Claire, dont l'image sembla vaciller un instant. « Ceci n'est qu'une illusion, créée pour exploiter vos faiblesses émotionnelles. » Marie-Claire, bouleversée, regarda son père dont l'expression passa de la tendresse à une colère froide en un instant. « Non, cria-t-elle. Ce n'est pas possible. » Mais sous ses yeux, la silhouette de son père commença à se déformer, révélant une créature sombre et menaçante. Les ombres, frustrées d'avoir été démasquées, se mirent à tourbillonner autour d'eux, leurs cris de rage emplissant la pièce. « Vite, ordonna Napoléon. Le sort, maintenant. » Les mains tremblantes, Marie-Claire reprit le journal et commença à lire, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Les mots anciens résonnaient dans l'air, chargés d'une puissance mystique. Autour d'elle, les fantômes de l'histoire de France formèrent un cercle protecteur. Louis XIV et Marat, côte à côte, tendaient leurs mains spectrales vers Marie-Claire, lui transmettant leur force. Napoléon, droit et fier, semblait défier les ombres du regard. À mesure qu'elle lisait, Marie-Claire sentait une énergie grandir en elle. Les mots du sort semblaient couler à travers elle, illuminant la pièce d'une lueur dorée qui repoussait les ombres. Mais la victoire avait un prix. Chaque mot prononcé semblait drainer un peu plus son énergie vitale. Marie-Claire sentait ses forces l'abandonner, mais elle continua, déterminée à achever le rituel. Les ombres hurlaient de rage, se jetant contre la barrière formée par les fantômes. Le sol tremblait, les murs semblaient se tordre sous l'assaut des forces surnaturelles déchaînées. Dans un dernier effort, Marie-Claire prononça les ultimes mots du sortilège. Une explosion de lumière envahit la pièce, aveuglante, assourdissante. Les ombres furent balayées comme des feuilles mortes dans une tempête, leurs cris s'évanouissant dans le néant. Lorsque la lumière s'estompa, Marie-Claire s'effondra au sol, épuisée. Autour d'elle, les fantômes semblaient plus solides, plus réels. Les ombres avaient disparu. Louis XIV s'agenouilla à ses côtés, son visage empreint d'une gratitude royale. « Vous avez réussi, mademoiselle Dubois. Grâce à vous, l'histoire de France est sauvée. » Marat, s'approchant à son tour, ajouta, et plus important encore, vous avez réconcilié des ennemis séculaires. Royalistes et révolutionnaires, unis dans un même but. Napoléon, un rare sourire aux lèvres, hocha la tête avec approbation. Vous avez fait preuve d'un courage digne des plus grands héros de notre histoire, mademoiselle. Marie-Claire, luttant pour rester consciente, murmura, mais à quel prix? C'est alors qu'une lueur douce emplit la pièce. Une silhouette familière se matérialisa devant elle, son père, non plus une ombre menaçante, mais un esprit lumineux et paisible. Le prix de la vérité, ma chérie, dit-il doucement. Tu as fait le bon choix. Je suis tellement fier de toi. Alors que Marie-Claire tendait une main tremblante vers son père, sa vision s'obscurcit. La dernière chose qu'elle vit avant de sombrer dans l'inconscience fut le sourire fier de son père et les visages reconnaissants des fantômes de Versailles. Le chapitre se termine sur cette image poignante, laissant le lecteur se demander quel sera le destin de Marie-Claire et quelles seront les conséquences de son sacrifice pour l'histoire de France. Les fantômes de Versailles, autrefois divisés, semblent avoir trouvé une unité nouvelle grâce à son courage. Mais à quel prix personnel? Et que réserve l'avenir pour cette jeune femme qui a osé défier le temps lui-même pour sauver la mémoire de sa nation? L'aube se levait sur Versailles, ses premiers rayons caressant les façades dorées du palais. Dans la petite pièce circulaire, Marie-Claire gisait inconsciente, entourée des fantômes de l'histoire de France. L'air vibrait encore de l'énergie magique libérée par le rituel. Lentement, les yeux de Marie-Claire papillonnèrent. Elle se redressa avec difficulté, aidée par Louis XIV et Marat, une alliance improbable née de leur aventure commune. Que s'est-il passé, murmura-t-elle, la voix rauque. Napoléon, debout près de la fenêtre, se tourna vers elle. Vous avez accompli l'impossible, mademoiselle. Vous avez repoussé les ombres et sauvé l'histoire de France. Marie-Claire regarda autour d'elle, émerveillée. La pièce semblait vibrer d'une nouvelle énergie. Les fantômes qui l'entouraient paraissaient plus solides, plus réels qu'auparavant. Soudain, elle se souvint. Mon père. Où est-il? Une douce lueur apparut à côté d'elle, prenant la forme de son père. Je suis là, ma chérie, dit-il avec un sourire paisible.
Marie-Claire tendit la main pour le toucher, surprise de sentir une chaleur réconfortante émaner de sa forme spectrale. « Papa, je suis désolé d'avoir douté de toi. » « Tu n'as pas à t'excuser, » répondit-il doucement. « Tu as fait ce qui était juste, même si c'était difficile. Je suis tellement fier de toi. » Un raclement de gorge interrompit ce moment d'émotion. Marat, impatient comme toujours, s'avança. « Citoyenne, nous n'avons pas de temps à perdre. Les ombres ont peut-être été repoussées, mais notre travail n'est pas terminé. » Marie-Claire se tourna vers lui, intriguée. « Que voulez-vous dire ?» Louis XIV prit la parole, son visage royal empreint de gravité. « Le sort que vous avez lancé, mademoiselle Dubois, a fait plus que simplement repousser les ombres. Il a ouvert une porte vers le passé. » « Une porte ?» répéta Marie-Claire, confuse. Napoléon s'approcha, ses yeux brillant d'une lueur stratégique. « Une opportunité, mademoiselle. Une chance de revisiter les moments clés de notre histoire, de comprendre vraiment ce qui s'est passé, et peut-être même de changer le cours de l'histoire, » compléta Marat, une flamme révolutionnaire dansant dans son regard. Marie-Claire sentit un frisson parcourir son échine. Est-ce que c'est même possible ? Son père posa une main spectrale sur son épaule. C'est dangereux, ma chérie. Changer le passé pourrait avoir des conséquences inimaginables sur le présent. Louis XIV acquiesça. Votre père a raison. Nous marchons sur un terrain glissant. Mais nous n'avons pas le choix. Les ombres reviendront, plus fortes que jamais, si nous ne trouvons pas un moyen de les apaiser définitivement. Marie-Claire se leva lentement, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Que dois-je faire ? Napoléon s'avança, tenant dans ses mains un objet qui n'était pas là auparavant, une clé ancienne, ornée de symboles complexes. Cette clé vous permettra de voyager à travers les moments cruciaux de notre histoire. Votre mission sera d'observer, de comprendre, et si nécessaire, d'intervenir pour préserver l'équilibre de l'histoire. Marat ajouta, une note d'avertissement dans la voix, mais méfiez-vous, citoyenne. Chaque action aura des conséquences, parfois inattendues. Marie-Claire prit la clé, sentant son poids à la fois physique et symbolique. Par où commençons-nous ? Louis XIV désigna la porte de la pièce. Par le commencement de la fin de l'Ancien Régime. La prise de la Bastille. Comme pour confirmer ces paroles, la porte s'ouvrit d'elle-même, révélant non pas le couloir du palais, mais les rues pavées d'un Paris en ébullition. L'air était chargé de poudre et de cris de liberté. Marie-Claire, le cœur battant, fit un pas vers le seuil. Elle se tourna une dernière fois vers les fantômes et son père. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Son père lui sourit avec confiance. Tu le es, ma chérie. Tu as déjà prouvé ta force et ton courage. Napoléon hocha la tête avec approbation. Rappelez-vous, mademoiselle. Observez, comprenez, et n'intervenez qu'en dernier recours. Marat, dans un rare moment de douceur, ajouta, et n'oubliez pas, citoyenne. Nous serons toujours avec vous, guidant vos pas à travers les méandres de l'histoire. Prenant une profonde inspiration, Marie-Claire franchit le seuil. Immédiatement, elle fut assaillie par les sons, les odeurs et l'atmosphère électrique du Paris révolutionnaire. La Bastille se dressait devant elle, symbole imposant de l'oppression royale. Alors qu'elle s'avançait dans les rues bondées, Marie-Claire réalisa l'ampleur de sa tâche. Elle n'était plus simplement une observatrice de l'histoire, mais une participante active. Ses actions pourraient façonner le destin de la France, pour le meilleur ou pour le pire. Le chapitre se termine sur cette image de Marie-Claire, seule au milieu de la foule révolutionnaire, la clé serrée dans sa main et le poids de l'histoire sur ses épaules. Le lecteur est laissé avec un sentiment d'anticipation et d'appréhension, se demandant comment cette jeune femme du XXIe siècle va naviguer dans les eaux tumultueuses de la Révolution française, et quelles conséquences ses actions auront sur le cours de l'histoire. Les pavés de Paris résonnaient sous les pas de milliers de citoyens en colère. L'air était chargé de tension, d'espoir et de peur. Marie-Claire, perdue au milieu de cette foule bouillonnante, sentait son cœur battre à tout rompre. La Bastille se dressait devant elle, imposante et menaçante, symbole de l'oppression royale sur le point de tomber. Liberté. Égalité. Fraternité. Les cris de la foule l'enveloppaient, la transportant dans cette époque tumultueuse qu'elle n'avait jusqu'alors connue que dans les livres d'histoire. Soudain, une main se posa sur son épaule. Marie-Claire sursauta, se retournant pour faire face à un homme au visage marqué par les épreuves,
mais dont les yeux brillaient d'une détermination farouche. « Citoyenne, dit-il d'une voix rauque, vous semblez perdue. Êtes-vous avec nous ou contre nous ?» Marie-Claire hésita, se rappelant les avertissements de Napoléon et des autres fantômes. Observer, comprendre, mais ne pas intervenir. Pourtant, face à l'intensité du regard de cet homme, elle ne put s'empêcher de répondre. « Je suis, avec le peuple, dit-elle, choisissant soigneusement ses mots. L'homme hocha la tête avec approbation. « Je m'appelle Georges Danton. Venez, nous avons besoin de tous les bras disponibles. » Le cœur de Marie-Claire fit un bond. Danton, l'un des leaders de la Révolution. Elle se laissa entraîner par lui à travers la foule, son esprit tournant à toute vitesse. Que devait-elle faire? Jusqu'où pouvait-elle s'impliquer sans risquer de changer le cours de l'histoire? Alors qu'ils approchaient des murs de la Bastille, un tumulte attira leur attention. Un groupe de soldats royaux, visiblement dépassés par les événements, pointaient leurs mousquets vers la foule. « Arrêtez !» cria Marie-Claire sans réfléchir. « Il doit y avoir un moyen de résoudre cela pacifiquement. » Danton la regarda avec surprise, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière retentit. « La jeune femme a raison, » déclara Louis XVI, apparaissant soudainement à côté d'eux, visible uniquement pour Marie-Claire. Trop de sang a déjà été versé. Marie-Claire, stupéfaite par cette apparition inattendue, regarda autour d'elle. Personne d'autre ne semblait voir le roi déchu. « Votre Majesté, murmura-t-elle, que faites-vous ici ?» Louis XVI sourit tristement. « Je suis ici pour vous aider, mademoiselle Dubois. L'histoire ne peut être changée, mais peut-être pouvons-nous adoucir ses angles les plus durs. » Encouragée par cette présence inattendue, Marie-Claire s'avança vers les soldats, les mains levées en signe de paix. « Messieurs, dit-elle d'une voix forte, regardez autour de vous. Ce peuple que vous menacez, ce sont vos frères, vos sœurs, vos parents. Ils ne demandent que justice et liberté. Est-ce vraiment contre cela que vous voulez vous battre ?» Un silence stupéfait tomba sur la foule. Les soldats échangèrent des regards incertains, leurs armes vacillant. Danton, saisissant l'opportunité, s'avança à son tour. « Rejoignez-nous, dit-il avec passion. Ensemble, nous pouvons construire une France nouvelle, une France libre. » Pendant un moment tendu, le destin de la journée sembla suspendu à un fil. Puis, lentement, les soldats commencèrent à baisser leurs armes. Certains allèrent même jusqu'à les jeter au sol, sous les acclamations de la foule. Marie-Claire sentit un soulagement immense l'envahir. Elle avait réussi à éviter un bain de sang, du moins pour le moment. Louis XVI hocha la tête avec approbation. « Bien joué, mademoiselle. Vous avez peut-être changé le cours de cette journée, mais pas son résultat final. La Bastille tombera, comme elle le doit. » En effet, malgré ce moment de paix, la foule continuait d'affluer vers la prison. La chute de la Bastille était inévitable, mais peut-être serait-elle moins sanglante grâce à l'intervention de Marie-Claire. Alors que la journée se poursuivait, Marie-Claire se retrouva au cœur des événements, observant et parfois influençant subtilement le cours des choses. Elle vit la détermination de Danton, la passion de Robespierre, la fureur de Marat. Elle ressentit l'espoir et la peur qui animaient le peuple. À la tombée de la nuit, alors que la Bastille était finalement prise, Marie-Claire se retrouva seule dans une ruelle calme. Elle sortit la clé magique, se demandant quelle serait sa prochaine destination. Soudain, une voix familière l'interpella. « Bravo, citoyenne, » dit Marat, apparaissant à ses côtés. « Vous avez bien agi aujourd'hui. » « Mais j'ai changé les choses, » répondit Marie-Claire, inquiète. « N'est-ce pas dangereux ?» Marat sourit, un geste rare chez lui. « L'histoire n'est pas un chemin unique et immuable. C'est une rivière aux multiples courants. Vous avez peut-être légèrement dévié son cours, mais sa destination reste la même. » Napoléon apparut à son tour, son regard perçant évaluant Marie-Claire. « Vous avez fait preuve de sagesse et de compassion, mademoiselle. Des qualités essentielles pour naviguer dans les eaux troubles de l'histoire. » Marie-Claire sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle n'avait pas failli à sa mission. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, serrant la clé dans sa main. Louis XVI, réapparaissant, répondit d'une voix solennelle, vers les jours sombres de la terreur. Car c'est dans l'obscurité que la lumière de la compréhension est la plus nécessaire. Marie-Claire hocha la tête, prête à affronter le prochain défi. Alors qu'elle activait la clé, le monde autour d'elle commença à tournoyer, l'emportant vers une nouvelle page de l'histoire de France. Le chapitre se termine sur cette image de Marie-Claire, entourée des fantômes du passé,
s'apprêtant à plonger dans l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire française. Le lecteur est laissé avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, se demandant comment notre héroïne naviguera dans les eaux sanglantes de la terreur, et quelles leçons elle en tirera pour le présent et l'avenir. Le monde tourbillonnait autour de Marie-Claire, un kaléidoscope vertigineux d'images et de sons. Lorsque tout se stabilisa enfin, elle se retrouva dans une rue sombre de Paris, l'air chargé de tension et de peur. Les murs étaient couverts d'affiches dénonçant les « ennemis de la Révolution », et le bruit sinistre de charrettes roulant sur les pavés résonnait au loin. « Bienvenue dans l'ère de la terreur, citoyenne », murmura la voix de Marat à son oreille. Marie-Claire frissonna, réalisant soudain la gravité de sa situation. Elle était au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. « Que dois-je faire ici ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Louis XVI apparut à ses côtés, son visage empreint de tristesse. Observer, comprendre, et peut-être, sauver une âme ou deux. Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, des cris attirèrent son attention. Une foule en colère traînait un homme d'âge moyen dans la rue, l'accusant d'être un « traître à la Révolution ». Sans réfléchir, Marie-Claire s'élança vers eux. « Arrêtez !» cria-t-elle. « Quel est son crime ?» La foule se figea, surprise par son intervention. Un homme au visage dur s'avança. Cette vermine a caché des aristocrates dans sa cave. Il mérite la guillotine. Marie-Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'elle marchait sur une ligne dangereuse, mais elle ne pouvait rester inactive face à cette injustice. « Citoyen, dit-elle d'une voix forte, puisant dans le courage qu'elle ne savait pas posséder, la Révolution ne devait-elle pas apporter la justice et l'égalité ? Où est la justice dans une condamnation sans procès ? » Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient hésiter, d'autres paraissaient encore plus en colère. Soudain, une nouvelle voix s'éleva, « La citoyenne a raison. » Marie-Claire se retourna pour voir Robespierre en personne s'avancer. Son cœur fit un bond. L'incorruptible, l'un des principaux architectes de la terreur, était là, devant elle. La Révolution se doit d'être juste, poursuivit Robespierre, même envers ses ennemis. Cet homme aura un procès équitable devant le tribunal révolutionnaire. La foule, bien que réticente, s'inclina devant l'autorité de Robespierre. L'homme fut emmené, mais au moins il avait une chance de survie. Une fois la foule dispersée, Robespierre se tourna vers Marie-Claire, son regard perçant semblant lire en elle. « Vous n'êtes pas d'ici, citoyenne. Qui êtes-vous » Marie-Claire hésita, consciente du danger de sa situation. « Je suis une observatrice. Je cherche à comprendre la vérité de la Révolution. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Robespierre. « La vérité ? Elle a un prix, citoyenne. Êtes-vous prête à le payer ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le monde autour d'elle se mit à tourner à nouveau. Marie-Claire se retrouva projetée à travers différentes scènes de la terreur, les débats houleux à la Convention, les exécutions publiques, la peur omniprésente dans les rues de Paris. À chaque arrêt, elle tentait d'intervenir, de tempérer la violence, guidée par les conseils des fantômes qui l'accompagnaient. Parfois, elle réussissait à sauver une vie. D'autres fois, elle ne pouvait que regarder, impuissante, l'histoire suivre son cours sanglant. Finalement, elle se retrouva face à une scène qu'elle reconnut immédiatement, l'arrestation de Robespierre. L'incorruptible, blessé et défait, était traîné hors de l'hôtel de ville. « Dois-je intervenir ?» demanda-t-elle à ses guides spectraux. Napoléon secoua la tête. « Certains événements doivent se produire, mademoiselle. La chute de Robespierre marque la fin de la terreur. » Marie-Claire regarda la scène, le cœur lourd. Elle comprenait maintenant le prix de la Révolution, le coût humain des idéaux portés trop loin. Alors que Robespierre était emmené, il tourna la tête et croisa le regard de Marie-Claire. Pour un instant, elle crut voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme s'il se souvenait de leur rencontre précédente. Soudain, le monde commença à s'estomper autour d'elle. Marie-Claire sentit qu'elle revenait à son époque. « Attendez » cria-t-elle. « Je n'ai pas fini de comprendre. » La voix de Louis XVI résonna une dernière fois, « La compréhension est un voyage sans fin, mademoiselle Dubois. Vous avez vu, vous avez appris. Maintenant, c'est à vous d'utiliser cette connaissance. » Marie-Claire se retrouva brusquement dans la petite pièce circulaire de Versailles, entourée des fantômes qui l'avaient guidée. Elle tomba à genoux, submergée par les émotions et les souvenirs de ce qu'elle avait vécu. « Que ai-je accompli ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ai-je changé quelque chose ?» Marat s'approcha d'elle,
son visage habituellement dur radouci par une expression de compréhension. Vous avez fait plus que vous ne le pensez, citoyenne. Vous avez apporté un peu d'humanité dans une période inhumaine. Louis XIV ajouta, et vous avez appris la plus importante des leçons, l'histoire n'est pas faite de héros et de vilains, mais d'êtres humains, avec leurs forces et leurs faiblesses. Marie-Claire se releva lentement, sentant le poids de cette expérience sur ses épaules. Elle comprenait maintenant que sa mission n'était pas de changer le passé, mais d'en tirer des leçons pour l'avenir. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle. Napoléon lui tendit la clé magique. « Il vous reste un dernier voyage à faire, mademoiselle. Un voyage qui vous ramènera à votre propre époque, armée de la connaissance du passé. » Marie-Claire prit la clé, sentant sa chaleur dans sa main. Elle regarda une dernière fois les fantômes qui l'avaient accompagnée dans cette incroyable aventure. « Merci, dit-elle simplement. Pour tout. » Alors qu'elle activait la clé, le monde autour d'elle commença à tournoyer une dernière fois. Marie-Claire ferma les yeux, prête à affronter son présent avec la sagesse du passé. Le chapitre se termine sur cette image de Marie-Claire, transformée par son voyage à travers l'histoire, s'apprêtant à retourner dans son époque. Le lecteur est laissé avec un sentiment de résolution et d'anticipation, se demandant comment les leçons apprises dans le passé vont influencer l'avenir de notre héroïne et, peut-être, l'avenir de la France elle-même. L'aube se levait sur Versailles, ses premiers rayons caressant les façades dorées du palais. Dans la galerie des glaces, Marie-Claire reprit conscience, allongée sur le sol froid. Elle se redressa lentement, son esprit encore empli des images et des émotions de son incroyable voyage à travers l'histoire. « Suis-je, de retour ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle avec un mélange de soulagement et de nostalgie. « Oui, mademoiselle Dubois, répondit la voix familière de Louis XIV. « Vous êtes revenue à votre époque. » Marie-Claire se leva, observant les fantômes qui l'entouraient. Louis XIV, Marat, Napoléon, Robespierre, et même son père, tous étaient là, leur forme spectrale plus nette et plus présente que jamais. « Qu'avez-vous appris de votre voyage ?» demanda Napoléon, son regard perçant fixé sur elle. Marie-Claire prit un moment pour réfléchir, les souvenirs de son aventure tourbillonnant dans son esprit. « J'ai appris que l'histoire n'est pas figée, commença-t-elle lentement. Elle est vivante, complexe, faite de nuances que nos livres ne peuvent pas toujours capturer. » Marat hocha la tête avec approbation. « Et qu'en est-il de la Révolution, citoyenne ?» La Révolution. Marie-Claire hésita, cherchant ses mots. Elle était nécessaire, mais son prix a été terrible. J'ai vu la noblesse de ses idéaux, mais aussi les horreurs commises en son nom. J'ai compris que même les meilleures intentions peuvent mener à la tragédie si elles sont poussées trop loin. Louis XVI, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'avança. Et la monarchie, mademoiselle? Quel jugement portez-vous sur elle? Marie-Claire regarda le roi déchu avec compassion. La monarchie avait ses défauts, ses excès. Mais j'ai aussi vu sa grandeur, sa capacité à unir et à inspirer. J'ai compris que chaque système a ses forces et ses faiblesses. Un silence respectueux tomba sur l'assemblée spectrale. Marie-Claire sentait qu'elle avait passé une sorte de test, qu'elle avait prouvé sa compréhension de l'histoire dans toute sa complexité. Soudain, une lumière dorée commença à envelopper les fantômes. Marie-Claire sentit son cœur se serrer, comprenant que le moment des adieux était venu. « Que allez-vous faire maintenant, ma chérie ?» demanda son père, son visage empreint de fierté et d'amour. Marie-Claire prit une profonde inspiration. « Je vais raconter votre histoire, dit-elle avec détermination. Toutes vos histoires. Pas seulement les faits et les dates, mais les émotions, les motivations, les conflits intérieurs. Je veux que les gens comprennent que l'histoire n'est pas un simple enchaînement d'événements, mais une tapisserie complexe tissée par des êtres humains, avec leurs forces et leurs faiblesses. » Louis XIV sourit avec approbation. « Une noble tâche, mademoiselle Dubois. Mais rappelez-vous, l'histoire n'appartient pas seulement au passé. Elle vit à travers ceux qui la racontent et ceux qui l'écoutent. » Napoléon ajouta, « Utilisez la sagesse que vous avez acquise pour éclairer le présent et guider l'avenir. » Marat, dans un rare moment de douceur, conclut, « Et n'oubliez jamais, citoyenne, que la lutte pour la justice et la liberté est éternelle. Chaque génération doit la mener à sa façon. » Alors que les fantômes commençaient à s'estomper, Marie-Claire sentit des larmes couler sur ses joues. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. » Son père fut le dernier à disparaître. « Je suis si fier de toi, ma fille, dit-il avant de s'évanouir dans l'air du matin. » Marie-Claire se retrouva seule dans la galerie des glaces, le journal de Louis XIV serré contre sa poitrine et la clé magique dans sa main.
Elle regarda par la fenêtre, voyant le soleil se lever sur les jardins de Versailles, symbole d'une nouvelle aube, d'un nouveau commencement. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait été témoin de l'histoire, avait marché aux côtés de ses acteurs, avait ressenti leur joie et leur peine. Cette expérience l'avait transformée, lui donnant une perspective unique sur le passé, le présent et l'avenir. Avec une détermination renouvelée, Marie-Claire se dirigea vers la sortie du palais. Elle avait une histoire à raconter, une histoire qui transcendait les siècles et les idéologies. Une histoire d'amour et de haine, de gloire et de tragédie, de roi et de révolutionnaire. L'histoire de la France, dans toute sa splendeur et sa complexité. Alors qu'elle franchissait les portes dorées, elle murmura pour elle-même, « Ce n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement. » Et dans l'air du matin, elle crut entendre l'écho lointain des rires de la cour, mêlés aux cris de « liberté, égalité, fraternité ». L'âne de Versailles, enfin en paix, prête à révéler ses secrets à ceux qui sauraient écouter. Marie-Claire s'arrêta un instant sur les marches du palais, regardant le monde moderne qui s'étendait devant elle. Elle savait que sa mission ne faisait que commencer. Elle devait maintenant trouver un moyen de partager ce qu'elle avait appris, de faire comprendre aux gens la richesse et la complexité de leur histoire. Elle sortit son téléphone portable et commença à taper frénétiquement. Un blog, pensa-t-elle. Ou peut-être un podcast. Quelque chose qui permettrait de raconter ces histoires d'une manière vivante et accessible. Les fantômes de Versailles, murmura-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. C'était le titre parfait pour son projet. Alors qu'elle descendait les marches, prête à affronter le monde avec sa nouvelle compréhension de l'histoire, Marie-Claire sentit une brise légère caresser sa joue. Pour un instant, elle crut entendre les voix de ses guides spectraux lui murmurer des encouragements. L'aventure était terminée, mais une nouvelle commençait. Et Marie-Claire était prête à l'affronter, armée de la sagesse du passé et de l'espoir pour l'avenir. Fin.